sans lui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le salon Promote comme il va ce vendredi avec au cœur des échanges ce jour au Palais de Congrès la question de l'industrialisation de l'économie camerounaise. Nous espérons donc reproduire pendant cette heure de débat tant seulement sur quel levier il faudra s'appuyer pour que notre pays redevienne un sanctuaire de l'agro-industrie africaine. Et pour ce faire, nous avons convié quelques personnes, des exposants, des acteurs de la filière industrielle et bien sûr ceux qui portent le projet de ce salon Promote à cet échange. Je vais commencer par Audrey Chicot. Merci d'être venue. Vous êtes présidente, directrice générale de MSMI. C'est une entreprise située dans la zone industrielle de Douala-Abassa. Vous pouvez nous en dire un mot? Merci beaucoup, Caroline. C'est une entreprise de fabrication mécanique et de maintenance industrielle classée stratégique depuis 4 ans par l'État camerounais. C'est le leader en sous-région CEMAC. Et on a également une aile en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes en train de nous étendre en Afrique de l'Ouest. Et bon, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas encore, d'être la seule femme pratiquement dans le continent, dans le secteur de la fabrication mécanique et de la maintenance industrielle. Et cela me permet aussi d'avoir un partenariat privilégié avec l'État pour essayer de modeler un peu et peut-être de temps en temps d'apporter quelques modifications pour le terrain. Merci à vous d'être venu. Merci également à M. Amos René Martin Tonnier, qui est économiste, mais auteur de ce livre que je vous présente ce soir sur les antennes de Canada International, Afrique-Occident, le New Deal industriel, stratégie et politique économique. C'est un ouvrage paru en octobre 2018, précisément le 11 octobre aux éditions L'Harmattan, collection Point de vue, c'est à Paris. Et l'ouvrage a un grand succès. Non seulement ici en Afrique qu'en Occident. Amos Tonnier, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié sur ce plateau pour parler d'une question hautement importante pour l'avenir du continent africain en général et de la sous-région Afrique centrale et du Cameroun en particulier. Pierre Zoumbak, je ne vous le présente plus. Vous avez longtemps, vous êtes de temps en temps intervenu sur nos antennes, non seulement depuis le début de cette 7e édition du Salon Promote, mais bien avant, avec un partenariat privilégié entre la Fondation Interprogress et Canada International. Merci d'avoir accepté de venir parler des questions d'industrialisation du Cameroun sur notre plateau ce soir. Merci Canada International pour ce partenariat exemplaire. Alors, je vais commencer par vous, Amos Tonnier. C'est quoi l'industrialisation? Oui, mais pour définir l'industrialisation, il faut d'abord repartir sur le radical du mot. Dans industrialisation, vous avez le mot industrie. Oui. Et à l'origine, le mot industrie signifie en latin industria, qui signifie en français une activité, un art. D'accord. Qui dit art, dit ingéniosité, dit invention. Qui dit art, dit créativité. Oui. Donc, dit savoir-faire, dit habilité à exécuter quelque chose. Voilà. Je tiens à préciser cette définition pour la suite du développement. Audrey Chicot, vous êtes une actrice du secteur industriel. Ça vous arrive d'être interpellée, de devoir définir votre secteur d'activité. Et vous le faites comment? Disons que comme je n'ai pas un seul secteur d'activité, j'ai un secteur actif dans ce que je fais. Il m'arrive trop souvent d'être interpellé. Mais bon, maintenant, quand on veut parler de l'industrialisation proprement dite, parlant du Cameroun en particulier, on veut partir d'un seuil artisanal, donc de production de petit niveau, à un seuil de production massive. Donc maintenant, est-ce que cette définition sied à la situation du Cameroun? C'est ça que nous allons essayer d'établir, de voir ensemble sur ce plateau, je pense. Pierre Zoumbak, de manière empirique, vous travaillez avec les industriels au quotidien. Vous direz quoi? Le Cameroun est un pays industrialisé ou non? On ne peut pas répondre comme ça, brusquement. Je crois qu'on est dans un processus qui est en question. Rapprochez votre micro, monsieur Zoumbak. Voilà. Je vois un grand point d'interrogation. Oui. Savoir si
l'Afrique trouvera le chemin de son industrialisation, qu'elle évitera les erreurs d'autres continents qui se sont dépouillés des outils industriels pour des raisons de rentabilité. Et ça, je crois que c'est simple à dire. Et je pense que l'émergence de l'Afrique sera freinée ou accélérée en fonction des capacités d'industrialisation. Maintenant, pour moi, dans mon analyse macroéconomique, pour simplifier des choses très simples, Oui. c'est que s'il n'y a pas la régulation des pouvoirs publics, eh bien, ça risque d'aller dans tous les sens et de ne pas aller non plus dans les directions qu'on souhaite. D'accord. Donc, il faut que les industriels s'équipent, se forment des jeunes à ces métiers, Oui. et surtout dans les métiers manuels, Oui. surtout dans les métiers manuels, et ensuite qu'il y ait cette régulation étatique en harmonie et vraiment en échange permanent. La régulation, c'est pas simplement que les sommets, les hautes hiérarchies se voient, c'est toutes les hiérarchies qui doivent se voir, Oui. à la fois sur les organes publics et à la fois sur les entreprises. C'est le grand enjeu et je pense qu'on peut souhaiter ardemment que l'Afrique réussisse là où d'autres ont échoué. Amos Tonier, le Cameroun se situe à quel niveau dans l'échelle de l'industrialisation? Vraiment à l'échelle embryonnaire. Il faut être franc. C'est-à-dire quoi? Ça veut 0, dire que 1, 2, 3? non, on ne peut pas avoir une échelle de gratification, c'est pas possible. Mais c'est à l'échelle embryonnaire. Nous ne D'accord. pouvons même pas encore parler d'industrialisation au Cameroun. Parce qu'il est important quand même de dire des types d'industries qui existent. Vous avez ce qu'on appelle l'industrie lourde et l'industrie de base. Oui. C'est l'industrie qui produit ou bien qui fabrique les moyens de production. D'accord. C'est-à-dire qui produit le capital. Oui. Le capital ici, c'est un facteur de production qui a été produit et qui est utilisé pour produire tout bien et services. Voilà. Et moi, d'habitude, quand je fais des conférences à travers le monde, pour expliquer simplement aux gens ce que c'est que le capital, je prends toujours l'exemple banal d'un poste à soudure. Voilà. Un poste à soudure sert à produire des portes métalliques, mais un poste à soudure a été produit par une usine de fabrication de postes à soudure. D'accord. Voilà. Et vous avez également ce qu'on appelle l'industrie légère. L'industrie légère, justement, aide à produire les biens de consommation. Et je pense qu'à ce niveau, le Cameroun, effectivement, peut produire l'industrie légère. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la définition que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai voulu donner une définition assez simple, justement. Et vous voyez qu'autour de cette table, tout le monde parle des métiers manuels. Parce que c'est là notre ventre mou, le ventre mou de l'industrie. En Afrique en général, au Cameroun en particulier. C'est important, madame, ce que je vais dire. C'est là notre ventre mou. Le ventre mou, c'est au niveau des professions qui ne comportent pas des activités manuelles. Ça veut dire que nous faisons beaucoup de la théorie et très peu de la pratique. Permettons qu'on s'arrête donc à ce niveau d'industrialisation. Il est embryonnaire, mais il y a des acteurs comme vous qui existent sur le terrain. C'est une goutte d'eau dans l'océan d'un pays qui ne produit rien. Je voudrais d'abord qu'on se resitue parce qu'il faudrait que chacun reste dans un cadre qu'il maîtrise, d'accord? Moi, je suis fabricant et de tout secteur confondu. C'est bien que M. Tonier ait pris l'exemple du poste à souder parce que, vous savez, je ne sais pas si beaucoup de Camerounais connaissent des zones industrielles qu'on a actuellement au Cameroun. Moi, je suis dans une zone industrielle et je fabrique déjà des machines. Je fabrique des machines qui sont déjà sur le marché. Bon, maintenant, on va dire, il y a déjà combien de fabricants au Cameroun? Oui. Est-ce qu'on le sait? Moi, je suis la présidente des fabricants du Cameroun. Il y en a combien? On a environ 75 fabricants chevronnés au Cameroun. Oui. Chacun avait subdivisé à 5 niveaux. D'accord. Le niveau de chacun permettant d'avoir les travaux et, comme on le définissait, d'industrie lourde et d'industrie Légère. Oui. Maintenant, moi, je fais dans les deux, l'industrie légère et l'industrie lourde. Ça, le problème, c'est qu'en fait, au Cameroun, on n'a pas la bonne information souvent. On ne va pas sur le terrain, mais on essaye toujours de donner des points
qui font que on n'a pas la bonne information. En fait. D'accord. Monsieur Tonier, elle parle de 75 industries. Vous direz que peut-être c'est pas assez pour un pays comme le nôtre. Donc 75 fabricants. 75 fabricants, voilà, pour être plus précis, parce que vous avez dit c'est embryonnaire et Madame Chico nous dit il y a quand même 75 fabricants. C'est trop peu pour notre tissu, et au point où vous estimez que c'est embryonnaire ou pas? Madame, vous avez même déjà la réponse à votre question. C'est très peu. Nous avons un pays de plus de 25 millions d'habitants. Et quand on parle d'industrie, madame, ce n'est pas seulement pour satisfaire le marché local, ce qui n'est même pas fait actuellement. Est-ce que vous imaginez, quand elle parle d'industrie légère, est-ce que nous produisons ici au Cameroun actuellement des cartables scolaires? Est-ce que nous produisons en ce moment des chaussures? Il se dit que nous ne produisons pas des cure-dents. Est-ce que c'est vrai? Mais absolument, vraiment, nous sommes, vous le dites si bien, madame, c'est-à-dire que le bassin du Congo, c'est-à-dire le deuxième poumon mondial, ne produit même pas des cure-dents. Et qu'on vient de me dire sur ce plateau qu'on fait de l'industrie au Cameroun, parce qu'il y a 75 producteurs ou fabricants de quelques machines, et qu'il y a une industrie au Cameroun. Non, nous ne sommes pas encore un pays industrialisé. Non, non, madame. Il faut qu'on s'entende, Carole. Je n'ai pas dit qu'il y a déjà une industrie. On a dit tout à l'heure, M. Zoumbag l'a dit tout à l'heure de façon très claire, on ne peut pas, c'est un point d'interrogation. On ne peut pas encore, nous sommes en train de construire une industrialisation. On n'a jamais dit que si le Cameroun était déjà industrialisé, il n'y aurait pas un plan directeur d'industrialisation. Nous sommes en train d'entrer dans l'industrialisation. Maintenant, est-ce que nous avons des outils? Est-ce que nous sommes préparés pour entrer dans cette industrialisation? Mais maintenant, quand on me dit que c'est vrai, le Cameroun ne fabrique peut-être pas des cure-dents, mais je pense que le Cameroun fabrique déjà des chaussures. Je pense que le Cameroun fabrique déjà des cartables. Le Cameroun a même déjà fabriqué un ordinateur. Je pense que demain, il faudra peut-être venir le voir dans les innovations. C'est peut-être encore des prototypes. Nous sommes encore dans le prototypage. Mais je voudrais quand même pas qu'on néglige ce qui est déjà fait sur le terrain. Parce que si on néglige ce qui est fait sur le terrain, comment on peut aller de l'avant? Parce qu'il faut d'abord faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut pour aller de l'avant? C'est quand même le Cameroun qui a encore, au niveau de la zone CEMAC, l'approvisionneur en matière de main-d'œuvre. Oui. Bon, même si aujourd'hui, chez nous-mêmes, nous nous plaignons, et à raison, que nous n'avons pas assez de main-d'œuvre. Donc, c'est encore nous qui approvisionnons en main-d'œuvre les autres pays. Merci à vous. Voilà, merci. Je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau Monsieur le ministre, j'ai failli dire de la communication, Monsieur le ministre de la formation, de l'emploi et la formation professionnelle, Monsieur Issa Iturama Bakari. Merci d'être venu. Vous êtes de passage chez nous. Vous nous trouvez en train de parler de l'industrialisation du Cameroun. C'est un secteur qui vous concerne fortement puisque c'est vous qui êtes à la base de pourvoir ces industries d'une main-d'œuvre de qualité. Est-ce qu'il y en a au Cameroun, Monsieur le ministre? Non. Et pourquoi? De manière brutale, je dis... Approchez votre micro, Monsieur le ministre. Je disais donc que de manière brutale, je dis non, je donne un exemple. Si aujourd'hui on a besoin de soudeurs de qualité, dans le respect du standard international, il va sans dire qu'on risque de ne pas du tout en trouver. Et si on en trouve, c'est vraiment la potion congrue. Si on a besoin d'un boulanger qui réponde aux normes internationales, la probabilité est forte pour que l'offre soit inférieure, l'offre d'emploi inférieure à la demande. Donc, le problème de formation est un problème crucial, un problème fondamental. Et ce n'est pas par hasard si le président de la République, à chacune de ses sorties, il parle de l'emploi et il parle de la formation professionnelle. Nous avons beaucoup de nos universitaires, par centaines de milliers, qui ont des diplômes supérieurs, malheureusement qui ne trouvent pas d'emploi. Et ils ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de métier. Et ils n'ont pas de métier parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc le problème de formation est un problème crucial. L'industrialisation, bien sûr, l'industrie est indispensable. Mais souvenez-vous que lorsque on mettait en place le pipeline Cameroun-Tchad, les opérateurs économiques de ce secteur se sont trouvés dans l'obligation d'aller faire venir des soudeurs d'un pays d'Asie. Est-ce qu'une dizaine d'années plus tard, la situation n'a pas changé, monsieur La situation s'est améliorée considérablement, incontestablement. D'accord. Mais il se trouve que nous avons aujourd'hui beaucoup de nos universitaires qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de métier. Donc,
la priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est de multiplier le nombre de centres de formation professionnelle pour donner un métier à ceux qui n'en ont pas. Parce que si vous n'avez pas métier, vous savez, aujourd'hui dans le monde s'opère ce qu'on appelle un changement de paradigme. À l'époque, on vous demande quel est le diplôme que vous avez pour qu'on vous engage. Aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire pour qu'on vous engage. Oui. Alors posez la question donc à tous nos universitaires qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, demandez-leur qu'est-ce que vous savez faire. Monsieur le ministre, lors de son adresse à la nation ou à la jeunesse, le président de la République est revenu sur les 500 000 emplois qui ont été créés pour les jeunes. Est-ce que le secteur industriel était pris en compte là-dedans? Parce que vous avez sûrement entendu la polémique autour de où sont ces 500 000 emplois que le président dit avoir créés en 2018. Ils sont où ces emplois, monsieur le ministre? Si vous êtes frappé de cécité Encore, et que vous ne voyez pas, c'est pas ma faute. Hein. On ne les voit pas beaucoup. Non. Et je ne suis pas la seule à ne pas les voir. Hein. Alors, ben, écoutez, c'est tout à fait normal. Si vous chaussez un prisme qui travestit, qui déforme, il y a la probabilité est forte que vous ne les voyez pas. Montrez-les-nous donc, monsieur le ministre, ou bien parlez-nous-en. Venez nous voir. Nous allons vous ouvrir un registre pour vous dire ce que l'industrie a recruté, le secteur informel, ceux qui font donc de l'auto-emploi. Dans ma sortie, j'ai dit on aurait pu annoncer 700 000, Oui. mais de manière modérée, on a dit 500 000. Je vous assure que la fonction publique en recrute, le secteur privé en recrute. Monsieur Lumba qui est assis ici, combien il en a recruté à l'occasion de Promote? Beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas? Donc le privé en recrute, l'État en recrute, et puis il y a l'auto-emploi, voyez-vous? Donc, si vous déchaussez votre prisme péjoratif, n'est-ce pas, pour chausser maintenant un prisme réel, je vous garantis que là, le ministère, le chef de l'État a fixé un cap 500 000. Notre objectif, c'est de faire davantage. Dans le prisme de ce qui est précaire ou bien de ce qui est visuel, c'est qu'il y a quand même des emplois qui sont ponctuels, il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans les 500 000 ou alors vous parlez des emplois pérennes qui ont occupé au minimum 500 000 jeunes Camerounais au cours de l'année 2018? Nous annonçons ceux qui ont été recrutés au cours de l'année 2018. Dans divers secteurs d'activité. Dans différents secteurs. Mais maintenant, malheureusement, il y a des start-up, par exemple, qui naissent 6 mois plus tard, qui meurent pour renaître. Ils meurent pour renaître, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, c'est comme ça. Et le Cameroun n'en a pas l'exclusivité. C'est ce qui prévaut de par le monde. Pour vous laisser partir, monsieur le ministre, le taux de chômage au Cameroun est de combien maintenant? Le gouvernement se prépare à relever les défis du sous-emploi. Juste le chiffre, monsieur le ministre. Juste le chiffre, pardon. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci d'être passé, monsieur le ministre. Merci à vous, merci. Et nous allons continuer en même temps. Pardon, monsieur Tonier. Merci beaucoup, merci. Nous laissons partir le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour poursuivre avec vous sur cette nécessité d'industrialisation. On l'a bien entendu. Peut-être pour rebondir avec vous, Audrey Chico, quel est le secteur de l'industrialisation ou de l'industrie a recruté combien de jeunes cette année? Je vais d'abord rebondir sur ce que le ministre Chico m'a dit. Vous savez, je pense qu'il vient de prendre un ministère et je pense qu'il faudrait qu'il s'asseye d'abord très bien et qu'il le prenne en main suffisamment et qu'il voit avec le secteur privé effectivement ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs qui nous amènent dans la situation d'aujourd'hui où on a des universitaires qui n'ont pas d'emploi. Oui. Parce qu'on n'a pas consulté le secteur privé il y a 20 ans, oui, quand on a mis tous ces programmes en marche. D'accord. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut former, mais comment former? Maintenant, quand vous me demandez combien les industriels ont recruté, moi je peux vous dire que j'ai augmenté le recrutement en 2018 de 30%. D'accord. 30%. Je peux vous dire qu'à la zone industrielle Madi Bassa, où nous sommes 120 industriels, et vraiment c'est des industriels variés, oui, chacun... Il y en a qui ont vu diminuer
leur taux de recrutement et d'autres qui ont vu augmenter ce taux de recrutement. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que la fonction publique et le secteur privé s'asseyent pour faire le point de la situation réelle de terrain. Il faut qu'on arrête de donner des chiffres comme ça à la va-vite parce qu'on est à la télé, parce qu'on veut plaire aux gens. Non. Il est temps qu'on arrête de vouloir plaire aux gens ou de vouloir faire les cakes, hein, parce qu'on donne des chiffres. Non. On n'a pas ce point-là, c'est clair, il faut le faire, il faut l'établir. Alors, l'état de lieu est fait, Pierre Zoumbag va intervenir tout à l'heure. L'état de lieu étant fait, je voudrais bien que nous en arrivions au problème de ce secteur industriel. On est tous à peu près d'accord qu'il est encore très minimal au Cameroun. Vous discutez avec les industriels, Pierre Zoumbag, quels sont leurs problèmes? Alors, je crois qu'il faut d'abord éviter de tomber dans le débat qui me semble un peu stérile. Est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard? Exact, oui. On part d'une réalité. Votre micro, merci. Super, oui. Donc, si vous le tenez plus près, vous serez mieux entendu. On part d'une réalité. Merci beaucoup. Cette réalité, on ne peut pas la changer. Il faut l'accepter. Oui. Alors, on peut la regarder différemment. Oui. Il faut savoir simplement que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une tendance à sensibiliser l'opinion, à la fois les politiques, les décideurs et les industriels, donc le secteur privé, qu'il faut accélérer l'industrialisation de l'Afrique. D'accord. C'est pas pour rien que la BAD a déclaré que cette année était l'année de l'industrialisation de l'Afrique ou de la réindustrialisation de l'Afrique. Ça, c'est un premier point qui doit donner du courage. Maintenant, dans l'analyse, quand on entre dans la pensée des industriels réels qui existent ici, qui sont des possibilités d'emploi pour les jeunes. On parle de formation. Oui. Et là, on est devant un problème qu'il faudra effectivement approfondir avec le ministre qu'on vient de voir, parce que pour moi, on n'entre pas dans des métiers de l'industrie où il y a cet élément de métier manuel qui est fondamental, sans avoir des talents pour ça. Tout le monde n'est pas forcément un bon mécanicien, un bon manuel, pour remplir des postes efficaces dans l'industrialisation. Oui. Et là, il faut que le climat s'assainisse, où les jeunes ne sont plus obligés de choisir des formations parce qu'elles passent et qu'ils ne veulent pas en louper une. Il faut que les talents et l'orientation professionnelle dans les métiers puissent les distinguer et les encourager à se former. Et ça, il y a un champ extraordinaire qui nous attend. Amos Tonnier, on parle beaucoup du déficit énergétique. On vient d'aborder la question de la formation comme frein, on va le dire comme ça, à notre industrialisation. Mais on parle aussi beaucoup du déficit énergétique et puis des problèmes de transport. Est-ce que vous le sentez comme problème dans notre secteur industriel? Absolument, madame. Oui. Parce que la question fondamentale est avec quelle énergie allons-nous produire les biens qui vont nous permettre de nous industrialiser ou de devenir émergents à l'horizon 2035. C'est même là la question de fond. Mais sur ce point, il faut être honnête. L'État du Cameroun est en train de se battre avec les centrales industrielles, les centrales énergétiques. Oui. Voilà, ils sont en train de se battre. Oui. Mais là où le problème, j'insiste dessus, vous avez remarqué que même le ministre qui vient de passer a insisté sur ce que je venais de dire tout à l'heure. La question de la formation. Le ventre mou de notre industrialisation, c'est la question de formation. D'accord. Et je vais vous dire une chose. Il n'a rien inventé. Parce que les gens comme Bergson l'avaient déjà pensé dans la révolution créatrice. Bergson disait quelque chose de simple. L'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils et d'en varier indéfiniment la fabrication. D'accord. Et Kwame Nkrumah ne disait pas le contraire quand il déclarait que pratique sans théorie est aveugle et que théorie sans pratique est vide. Ça veut dire que nous devons repenser la formation. Et ça se passe au niveau du cadre du partenariat public-privé.
Et c'est l'État qui doit donner le là. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous permettez. Si allez-y, allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi l'État doit donner le là pour la formation. Oui. C'est même au niveau, il faut moderniser la technico-structure administrative de l'État. C'est-à-dire qu'il est anormal au niveau de l'architecture gouvernementale que vous ayez pour les problèmes d'efficacité, n'est-ce pas, sur le plan technique, hein, que vous ayez un ministère de la recherche et un ministère de l'enseignement supérieur qui sont éclatés, séparés, et que vous ayez un ministère de l'industrie et celui de l'économie qui soient séparés. Si un ministre de l'économie ne pense plus industrie, si un ministre de l'économie ne s'occupe plus de l'industrie, de quoi s'occupe-t-il? Il y a des passerelles gouvernementales, vous diront-ils? C'est pas possible, madame. Il faut une cohérence dans tout cela. C'est-à-dire que c'est le ministre de l'économie qui pense les besoins. C'est lui qui dit, voilà l'industrie que nous planifions pour notre pays. Vous m'avez demandé dans quel type d'industrie. Oui. C'est lui, le ministre de l'économie et de l'industrie, qui dit, voilà le type d'industrie que nous planifions pour notre pays. Et donne donc ces besoins au ministre de la formation et d'enseignement professionnel et au ministre de l'enseignement sur la recherche, pour que ceux-ci pensent et orientent la recherche, hein, en fonction des besoins de l'industrie, des profils d'étudiants. D'accord. Vous m'écoutez? Très bien. Alors, Audrey Chicot, il y a aussi que le besoin vient de vous, les industriels, qui vous retournez vers l'État pour dire, écoutez, nous avons besoin de tel type de profil, et donc, dans les années à venir, les profils recherchés seront de tel type. Est-ce que vous le faites avec l'État du Cameroun? Je pense que si je suis assise là aujourd'hui, c'est parce que je suis une des preuves du partenariat public-privé fonctionnel depuis 2 ans dans ce pays, avec le ministère de l'Industrie, des Mines, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Comment cela? Je tiens à rappeler le sigle clairement. Oui. Mais moi, je n'aime pas qu'on saute du coq à l'âne. On est passé sur les questions de formation et tout le reste. On a déjà dit c'est nous qui devons donner les besoins. Je l'ai dit clairement à l'endroit du ministre Chiroma. Oui. Maintenant, on est passé à la question de l'énergie. Oui. Moi, je préfère passer directement à la question de l'énergie. Est-ce que nous, les industriels aujourd'hui, on peut passer à l'industrialisation avec la situation énergétique qu'on a aujourd'hui? Vous répondez quoi? Je pense que là également, tout n'est pas bon. Mais maintenant, quand on regarde le plan directeur d'industrialisation, on a au niveau des piliers, d'abord l'agro-industrie, l'agroalimentaire, l'énergie et le numérique. C'est pas un hasard. Alors, l'énergie ne viendra pas que de l'hydroélectrique. On a beaucoup de problèmes. Si c'était que l'hydroélectrique, en réalité, ce qu'on a actuellement pourrait satisfaire le Cameroun. Mais ce sont des pertes en énergie, dans le transport de l'énergie, qu'on n'a pas refait depuis pratiquement 40 ans, qui posent encore des problèmes aujourd'hui. Mais même jusque-là, nous, industriels, sommes en train de chercher des solutions que nous n'attendons pas de l'État. On a là, aujourd'hui, à promouvoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup M. Zumba. C'est pourquoi? C'est parce que c'est un apporteur de solutions. On a là aujourd'hui une jeune fille qui a apporté une proposition, la domotique industrielle. C'est l'économie du courant, parce qu'en réalité, les Camerounais, nous gaspillons beaucoup de courant. Oui. Nous branchons des choses du matin au soir, et on ne les débranche pas à temps. La domotique va venir réguler la consommation d'énergie. Voilà, on n'a pas la culture, le Kaizen. Moi je suis très, c'est peut-être pour ça. Mais cette domotique industrielle là, c'est une jeune fille de Polytechnique qui vient de la créer. Cette domotique industrielle va nous permettre d'économiser 30% d'énergie dans les industries. Quand on sait que ce sont les industries qui sont énergivores dans un pays, ces 30% d'économie d'énergie vont permettre d'alimenter un peu les autres. Mais maintenant, moi je suis dans le cadre de rechercher des solutions. Comment, comme le disait M. Zumba, on n'est plus à savoir est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule. Cherchons des solutions ensemble. Oui. Il faut absolument qu'on arrive véritablement à mettre chacun de côté son ressenti personnel. Je suis d'accord, c'est peut-être que chacun y met des moyens et je ne sais pas quoi d'autre, mais nous avons une nation à faire avancer. C'est ça l'important. Trouvons des solutions ensemble pour la faire avancer et selon notre propre modèle et ce qui va avec la génération future, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va leur laisser quelque chose. Exactement. Pierre Zumba, est-ce que le salon Promote sur lequel nous sommes aujourd'hui, sur le site, sur le stand de Canal 2, est-ce que c'est aussi ça l'objectif du salon Promote, de pouvoir apporter des solutions toutes faites à tout ce monde qui se retrouve aujourd'hui sur une thématique aussi importante que l'industrialisation du Cameroun? Bon,
votre question est très intéressante, mais je crois qu'il faut la remettre un peu dans l'axe. Promote n'est pas un créateur de solutions. Promote est une structure d'accueil que le gouvernement offre à tout le monde, que ce soit les entreprises du secteur privé comme les régulateurs du secteur public, Oui. de venir échanger et de trouver ensemble ce qui permet d'améliorer les choses. Exactement. C'est une structure d'accueil, d'innovation, de réflexion, d'échange. Tous les débats, les rencontres, les apéros thématiques, tout ça y contribue. Ça, c'est les outils de faire mieux et de se connaître mieux. Exactement. Maintenant, cela dit, il faut savoir que sur tous les fronts, il faut s'interroger comment on peut progresser. Monsieur parlait de la coordination ministérielle, certainement c'est important. Sur le plan politico-administratif, ben, il faut souhaiter que les améliorations se fassent. D'accord. Mais sur le plan du secteur privé, avec les appuis du secteur public, c'est là qu'il y a l'enjeu le plus important. Parce que là, pas la croissance, mais le progrès et la richesse partent des entreprises. D'accord. Et il faut toujours le rappeler. Et c'est ça la réalité du système économique dans lequel on est, pas seulement au Cameroun. Et il faut s'accrocher à cette réalité pour que cette capacité de créer de la richesse augmente. Et elle augmente par tous les problèmes qu'on a évoqués. Et je reviens sur un problème qui me semble prioritaire dans le contexte Afrique centrale et Cameroun, c'est la formation des métiers manuels. Et c'est là qu'il faut que l'orientation dans ces métiers soit beaucoup plus forte et beaucoup mieux faite, que les jeunes comprennent comment est-ce qu'ils ont ces talents ou est-ce qu'ils ne les ont pas, et qu'ils ne choisissent pas des formations dans lesquelles finalement ils ne seront pas heureux, ils ne s'épanouiront pas et ils ne seront pas efficaces à terme. Et c'est là l'enjeu, à mon avis, majeur du moment dans lequel on est, et je pense que Promote peut aider à cette prise de conscience. Alors, Amos Tonien, Madame Chico a dit tout à l'heure que le secteur privé accompagne d'ailleurs le secteur public dans ce partenariat public-privé, tant dans la formation que dans la recherche de solutions. Mais est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pensez aussi à un type de modèle dans lequel le Cameroun s'engouffrerait pour pouvoir s'offrir cette industrialisation, qui est d'ailleurs codifiée dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la vision 2035. C'est bien prévu qu'à l'horizon 2035, nous soyons entre 23 et 24% de taux d'industrialisation. Est-ce qu'on a un modèle type qui peut nous conduire vers là? Justement, dans mon ouvrage, j'ai essayé d'élaborer deux modèles dans ce sens. Le premier modèle, je vous ai dit, il fallait catégorifier l'industrie. Il y a l'industrie lourde, hein, et l'industrie de base. Oui. Je vous ai dit pour l'industrie lourde et l'industrie de base, pour l'instant, ce n'est pas possible à l'immédiat. D'accord. Parce qu'en réalité, nous avons des blocages à l'échelle même internationale. Oui. Des blocages qui portent sur les enjeux géostratégiques de l'industrialisation. Et tant que nous ne contournerons pas ces blocages, nous ne serons jamais industrialisés. Récemment, j'avais été l'invité d'une émission, une chaîne concurrente, c'est la chaîne nationale, la CRTV Actualité Hebdo, pour ne pas la citer, où j'avais largement expliqué cela. Et j'espère que vous avez des formats de ce type d'émission ici à Canal 2, où je pourrai à long terme expliquer également cela pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. Oui. Tout à fait. Maintenant, ce que nous pouvons faire, et ça à l'immédiat nous pouvons le faire, c'est au niveau de l'industrie légère. Ça, nous n'avons pas besoin de l'Occident pour le faire, madame. Et ça, je l'ai développé dans cet ouvrage. Je vous prends par exemple le secteur du bois, madame. Et c'est là où je vous dis le secteur par le partenariat public-privé est important. Parce qu'au niveau du bois, par exemple, madame, il suffit que l'État, avec ses partenaires au développement, bilatéraux surtout, aille là-bas, envoie des jeunes ici au Cameroun pour faire la formation des formateurs. Et qu'au niveau de l'aide au développement ou des prêts, nous obtenons des machines et que ces jeunes soient formés à ces machines. Du transfert de technologie. Absolument. En fait, moi je n'aime même pas ce terme parce qu'il n'y a pas de transfert de technologie, madame. On copie, la technologie se copie. Elle ne se transfère pas. Donc vous allez auprès de ces gens, vous leur demandez des machines dans le cadre de la coopération bilatérale. Au niveau de la dette, vous endettez et vous avez des machines et vous envoyez des jeunes. Une centaine, pas plus. Pour la formation des formateurs qui viennent sur place ici. Et voilà un modèle qui permet que l'État dorénavant, au lieu que l'État aille acheter
des tables en Chine pour les ministères et les services décentralisés. Mais l'État peut donc, à base de cette formation de ces machines, dans le cadre de la coopération bilatérale, former des jeunes et de produire des machines. Parce qu'à l'heure actuelle, comme le disait M. Tirouma, le ministre Tirouma, il n'est pas possible, si on vous dit maintenant, produisez des meubles pour les ministères à grande échelle. Personne, vous ne pourrez pas le faire, madame. Donc voilà, c'est un point, je dis central, la formation et la stratégie. Parce qu'il nous faut une stratégie pour cela. Vous me suivez, madame. Je dis dans le cadre de la coopération bilatérale, on peut le faire et c'est pas fini. Au niveau même du bois, parce qu'il y a un problème au niveau du bois. Actuellement, aller au ministère des Forêts, c'est pas facile. Le bois encore actuellement est acheté de façon presque illégale au Cameroun. Il faut codifier tout cela, madame. J'ai proposé comment le faire pour qu'on obtienne du bois facilement. D'accord. Pour notre jeunesse. Audrey Chico, on va vers les solutions et la place du secteur privé là-dedans. Est-ce que vous sentez que le secteur privé joue totalement son rôle ou alors il y a d'autres leviers sur lesquels le secteur pouvait s'appuyer ou appuyer pour accélérer cette industrialisation du Cameroun? Je pense très sincèrement que pour l'instant, le secteur privé ne joue pas du tout son rôle. Et pourquoi? C'est simple. Je pense que dans le secteur privé que nous avons à l'heure actuelle, on a beaucoup trop d'importateurs. Il y a les importateurs qui sont en même temps les distributeurs. Ils ont donc quel intérêt? Ils n'ont pas d'intérêt en réalité à faire en sorte que les choses avancent pour une industrialisation. Et c'est une bataille actuellement, mais c'est une bataille de terrain. Et c'est là où les jeunes interviennent. Parce que les jeunes restent, en fait, on avance dans le débat, mais on laisse les jeunes encore en retrait de ce débat de la formation, alors que c'est eux qui sont principalement concernés. Oui. Et donc, eux, les jeunes, est-ce qu'ils sont bien préparés? Parce que, comme le disait M. Zumba, c'est bien de dire qu'il faut former. Mais on ne va pas forcer des jeunes à aller vers des métiers où ils ne seront pas heureux. Il va falloir qu'on arrive à entendre ces jeunes. Il faut regarder le Made in Cameroun actuellement. Dans le Made in Cameroun, ils arrivent à faire des produits, à fabriquer des choses tellement irréalistes qu'on se demanderait si on est ici. En réalité, ceux qui viennent de l'Occident ne plongent pas dans la réalité profonde du pays. Quand on parle du bois, là, quand on parle du bois, je regardais M. Zumbak parce que il a son édifice qui est tout en bois et très bien fini. Je lui ai toujours demandé, le siège de la fondation, je lui ai toujours demandé, mais comment il a fait? Parce que tout est bien fini et tout est bien. Maintenant, je suis d'accord que à grande échelle pour le bois, si on demandait la commande tout de suite, ce serait pas possible. Mais, oui. Il n'y a aucun pays où on a tout fait d'un coup. Il faut qu'on y aille par palier. Il faut qu'on leur fasse confiance. Qu'on commence d'abord à leur donner parce qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Mais qui définit les paliers et comment se fixent ces paliers? Le secteur privé est celui qui crée les richesses et l'emploi. L'État, en réalité, donne le là. Je suis d'accord avec M. Toyer sur le fait de donner le là. Mais une fois que le là est donné, qui va faire le credo? C'est le secteur privé. Mais si ce secteur privé est faible, au point de ne penser qu'à la politique, de ne penser qu'au poste ministériel, ben on n'y arrivera pas du tout. Il faut que le secteur privé sache que un industriel est un industriel. Un industriel ne peut pas être là à penser politique. Les politiques sont là pour penser politique. Monsieur Tonnier, il est là pour parler intellectuel. Moi, je suis là pour parler industrie. Voilà, que chacun fasse ce qu'il a à faire dans les temps. Mais on ne peut pas du jour au lendemain industrialiser un pays. Qu'on me montre un seul pays au monde qui s'est industrialisé en un an. Et je dis non. On va y aller par palier et il va falloir un secteur privé très fort qui va pouvoir impulser sur l'État une fois que l'État a donné le là. Mais si on a des industriels qui sont des hommes politiques, qui sont des ministres, à quel moment on va pouvoir faire l'industrialisation? Je viens à vous, M. Zumbak, mais le temps de vous demander à vous, à Mostonier, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le PDI? Oui, tout à fait, madame. Mais je vous ai dit tout à l'heure que mon ouvrage, j'ai commis tout un ouvrage là-dessus, madame. Bien sûr, oui. Le PDI, madame, je vous ai dit, tant que nous ne contournerons pas les enjeux géostratégiques industriels. Attendez, je vais vous dire autre chose d'ailleurs, madame. C'est-à-dire que cette affaire de PDI, ce n'est pas nouveau en Afrique. C'est depuis les années 70 qu'on parle de PDI, avant même votre naissance, avant la mienne. Mais dont la mise en œuvre n'a pas bougé d'un iota. Mais c'est quoi le problème? C'est les acteurs, c'est la géostratégie dont vous parlez. C'est bien gros le terme géostratégie. Dans le détail, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui bloque concrètement dans le terme géostratégie? Est-ce que les puissances occidentales? Est-ce que parce qu'on n'a pas créé le rapport de force dans cette géostratégie? Exact, madame. Vous avez tout dit. C'est ça le nœud du problème. Les rapports de force.
Vous me suivez, vous ne pouvez pas penser une politique économique ambitieuse comme l'industrialisation d'un pays, madame, n'est-ce pas? Et penser que les autres vous regardent au contact des grandes puissances internationales, des économies plus fortes, sans questionner sa faisabilité par rapport aux influences extérieures. Oui. Ça, c'est pas possible. Ça s'appelle un vœu pieux, madame. Vous me suivez? Ça veut dire que c'est pas possible à l'état actuel, madame, d'industrialiser de façon lourde les États africains. Qu'est-ce qu'il faut Parce que l'industrialisation, madame, repose sur un enjeu géostratégique majeur, dont dépend la survie de toutes les économies modernes, dites modernes à travers le monde. Quel est le verrou qu'il va falloir faire sauter? Le verrou, madame, c'est qu'il faut aller par la stratégie, madame. On peut s'industrialiser par la ruse, madame. Vous comprenez, madame? Et j'ai proposé un modèle dans cet ouvrage pour le faire. C'est pour ça que je vous dis ce format pour moi. J'avais eu un entretien, une séance de travail avec M. Zumba. Je l'avais rassuré que je ne rentrerai pas dans ce développement. Vous me suivez? Vous voulez m'avoir dit, oh, j'avais fait ce développement la dernière fois. J'avais fait ce développement la dernière fois au niveau de la CRT, parce que le format s'y prêtait. Mais ici, M. Zumba tient que nous parlions des petits artisans, hein, des métiers manuels. Parce que là, c'est le point de départ. Je suis entièrement d'accord avec lui. Le point de départ, parce que là, pour le faire, dans le secteur agricole, par exemple, madame, laissez l'industrie lourde. Pour l'instant, nous avons des verrous, des blocages. J'ai proposé une solution dans cet ouvrage. Hein. Je l'ai proposé, madame. Et je dis le jour où je serai invité dans une émission grand format de type actualité de chez vous, j'expliquerai tout cela de long en large. Vous aurez tout le temps d'en parler. Dans le secteur agricole, par exemple, vous me suivez. J'ai proposé un modèle là-dessus, madame, pour industrialiser l'Afrique à partir du secteur agricole. Toujours avec le partenariat public-privé. Parce que hier, madame, ce qui était un problème pour l'Afrique hier est une solution aujourd'hui. Les États africains, les États africains ne recrutaient plus les ingénieurs agronomes, madame. On peut s'appuyer sur ces ingénieurs agronomes qui sont en chômage pour bâtir les petites entreprises agricoles avec un incubateur de projets qu'on peut mettre au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui accompagne ces jeunes, et on bâtit donc des petites entreprises agricoles à partir de ces ingénieurs agronomes qui auront à cœur de faire vivre leurs entreprises. Donc de former donc des jeunes, des masses de jeunes qui ont connu la déperdition scolaire par exemple, qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire qu'au niveau de la base de la pyramide de l'emploi, du chômage, ils sont les plus nombreux. Et ça, le secteur agricole peut résorber en masse le chômage de masse en Afrique à partir de ce modèle, madame. Pierre Zumba, on parle des artisans, mais on pense aussi l'industrialisation dans la grosse sphère. S'il y avait quelque chose à retenir après cette heure d'échange, ce serait qu'il faut quoi concrètement pour que le Cameroun rêve d'une re-industrialisation? Bon, ce n'est pas un débat qu'on peut discuter en quelques minutes, c'est certain. Oui. Il faut réfléchir. Mais je lâche une remarque, simplement, sans prétention. Il me semble qu'on arrive à un moment où il y a une rupture, ne serait-ce que dans le langage. Moi, je crois que le célèbre secteur privé, secteur public, ben, tout ça s'estompe. Il y a des industriels, des entreprises qui cherchent à accrocher l'industrie dans ce pays avec les moyens qu'ils ont. Oui. Et il y a des appuis étatiques indispensables qui sont un rôle complémentaire. D'accord. On appelle ça secteur public, je pense que c'est trop réducteur. Moi, je vois une approche par filière. On a évoqué, bon, on peut fabriquer des mobiliers parce que l'État serait un bon client. Alors, on prend la filière, on cherche un débouché, on voit qui peut se former à être dans la qualité du produit qui vaut ce qu'on pourrait importer. Ça, je souligne l'important. Oui. Et à partir de là, je pense que par filière et dans le dialogue filière, entreprise, État pour la régulation, on peut avancer réalistement. Il faut savoir que ça n'ira pas en claquant les doigts. Il faut du temps, il faut beaucoup de capacités d'échange sur des problèmes concrets. Alors on retrouve la formation des métiers manuels, la sélection des jeunes qui auront les talents pour, mais essayons peut-être d'enlever ce schéma réducteur, secteur public, secteur privé, au profit d'une réflexion mutuelle des deux rôles sur des filières économiques porteuses.
Merci à vous. Audrey Chikor, vous êtes une actrice, je ne cesserai pas de le rappeler sur le terrain, mais là on parle de la politique publique, c'est-à-dire qui met ensemble les politiques, ceux qui pensent, et les acteurs sur le terrain. S'il y avait quelque chose qu'il faut retenir de ce débat sur la question de l'industrialisation, de la mise en place du PDI, vous, ce serait quoi? Ben, je tiens déjà à rappeler que le plan directeur d'industrialisation, c'est vrai que il y a eu dans les années 84, ils ont pensé faire un plan directeur d'industrialisation. Cela ne s'est jamais fait. C'est la première fois où on fait un plan directeur d'industrialisation dans ce pays-ci. Et moi, je voudrais rappeler à M. Tonnier que je n'étais pas encore né, peut-être, je suis né en 1974. Mais là, aujourd'hui, en 2019, je suis là. Et ce plan directeur d'industrialisation, il a des sanctuaires, des piliers, le socle. Il y a donc, et c'est de là où je retombe sur ce que M. Zoumbak disait, les filières. C'est par filière et qu'on va régler un problème après l'autre. Parce que tout ce dont il parle actuellement existe déjà. Mais seulement dans la coordination et la cohérence, il y a un petit décalage. Et à qui a la faute donc dans cette La faute est à tout le monde. On ne peut pas dire que c'est ce que M. Zoumbak essaye de dire. On ne peut pas dire que c'est la faute à l'État, c'est la faute... Juste pour prendre un petit exemple. Ça fait 30 ans qu'on fait des subventions aux jeunes dans ce pays. Mais dites-moi, ça fait 30 ans qu'on a les mêmes qui reçoivent les mêmes subventions aux jeunes qui ont aujourd'hui 50 à 60 ans. Et qui restent jeunes. Qui restent jeunes. Et comme on dit que la jeunesse va de 7 à 77 ans, ils vont rester éternellement jeunes et on va encore continuer à leur donner des subventions. Donc c'est un modèle qui a échoué. Un modèle de subventionnement. Non, c'est comme M. Zoumbak disait. Il faut vraiment qu'on arrive à se comprendre et à s'entendre au lieu de se faire valoir. C'est-à-dire que on est dans un système. Il faut qu'on arrive à capitaliser ce qu'on a déjà de mieux et à faire valoir ce qui est déjà existant, maintenant à chercher à aller de l'avant, plutôt que de continuer. Moi, je veux bien. On peut vendre, on peut acheter 50 000 ouvrages. Bon, mais le plan directeur d'industrialisation, il est gratuit. Il est sur le site du ministère de l'Industrie. Il est là, il est digeste actuellement. Parce qu'il y a le gros, parce qu'il faut dire qu'il y a 12 piliers, enfin il y a 12 éléments de ce plan directeur, mais il est gratuit. Il ne faut pas qu'on commette la même erreur que pour il y a 30 ans, non, ce n'est pas le plan quinquennal, c'est le président de la République avait obligé les fonctionnaires à l'époque à lire avec ce qu'il avait coécrit avec le professeur Georges Largo, le libéralisme communautaire. Oui. Et les fonctionnaires, il y a 30 ans, n'ont pas compris pourquoi on leur a imposé de lire le libéralisme communautaire. Si aujourd'hui encore, les Camerounais refusent de s'approprier le plan directeur d'industrialisation, on va retomber dans le même piège. Il faut d'abord qu'on s'approprie le plan directeur d'industrialisation et qu'on essaye de mettre dans les manœuvres en jeu. Mais le premier acteur de vulgarisation de ce plan, c'est qui? C'est le ministère. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble. Le ministère, l'État a déjà mis le plan sur le marché. D'accord. Maintenant, il y a le secteur privé. Il faut qu'on arrive. Moi, je suis de l'avis de M. Zoumbak. Je me considère là, par exemple, comme secteur public-privé. Oui. Hein, je suis des deux. Oui. Alors, soit vous me découpez en deux, et comme ça, on va pouvoir faire une pomme, et on va s'accorder. Mais si on ne peut pas me découper en deux pour faire une pomme, alors allons-y. Essayons. Merci. Le mot de fin vous revient peut-être? Oui, Madame Imelon. J'admire l'enthousiasme et puis le rêve de Madame qui est en face de moi. Mais pour qu'on ne se méprenne pas, quand elle parle de PDI, ce n'est pas seulement le Cameroun. Qu'elle consulte la littérature économique sur la question dans toute l'Afrique. J'ai dit depuis les années 70, les PDI sont élaborés, je dis même avant 1970, les PDI ont été élaborés par la plupart des États africains, mais dont la mise en œuvre n'a pas bougé d'un iota. Et j'aimerais qu'elle et moi on se revoie en 2035, tant que nous ne contournerons pas la problématique des enjeux géostratégiques d'industrialisation qui portent sur les matières premières, madame. Rassurez-vous, l'Afrique ne sera pas industrialisée. Heureusement, j'ai proposé toute une stratégie pour y parvenir. Et pour l'industrie légère, madame, nous pouvons y arriver à travers l'agriculture et les petits métiers. C'est possible. Monsieur Zoumbak, le mot de fin vous revient. Le mot de la fin, il n'y a pas de fin. Au moins de 7 heures, il y a un commencement ou une suite. Mais qu'on n'oublie pas que dans le débat concurrentiel des régions du monde, dans cette mondialisation économique, l'Afrique a sous les pieds, en grande partie, la réponse à comment elle pourrait venir dans les grands. Le sous-sol. Et je souhaite que
par filière, tranquillement, sans essayer de se renvoyer les reproches et la balle, on cherche comment trouver les passages pour y arriver. Parce que vous avez des avantages extraordinaires sur d'autres. C'est le siècle de l'Afrique. Essayez qu'à la fin de ce siècle, on y soit arrivé, ça serait formidable. Et on n'oubliera pas que c'est sur le site du Salon Promote que la réflexion a été menée. Merci à vous, madame et messieurs, d'être venus. Nous étions donc sur le stand de Canal 2 International. Les programmes se poursuivent et le salon ferme ses portes dans 2 jours. Nous aurons encore beaucoup d'autres choses à vous montrer et à partager avec vous à propos de cette 7e édition du Salon Promote. Au revoir.